Quelques idées reçues sur la dette publique. Tout d'abord, éloge de l'État social, éloge de la dépense publique. On peut faire aussi l'éloge de la dette publique. C'est le point de départ. La dette publique, de mon point de vue, par construction, elle est d'abord et avant tout légitime. Pourquoi elle est légitime? Parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, le secteur public, l'État notamment, mais aussi les collectivités locales, produisent de la richesse monétaire. Ce n'est pas simplement utile en termes de valeur d'usage, comme on dit, en termes d'utilité, ça produit de la richesse monétaire. Un fonctionnaire contribue au PIB. Bon, et donc, de ce fait, il a l'État, enfin, quand je dis l'État, les institutions publiques, les administrations publiques, comme on dit, sont tout aussi fondées à s'endetter que le privé. C'est-à-dire que la dette en soi n'est pas mauvaise. La dette, c'est ce qui permet de lancer les activités. Donc, bien entendu, il peut y avoir excellent endettement, il peut y avoir des dettes, on y reviendra après. Il y a un vrai problème de dette publique aujourd'hui, d'un certain point de vue. Mais je pense que le bon point de départ, c'est d'abord de relégitimer l'idée que le public, au même titre que le privé, a le droit de s'endetter. La dette, c'est ce qui permet de lancer des activités. C'est un pari en quelque sorte sur l'avenir. C'est sans dette, c'est-à-dire sans le crédit et la création monétaire qui l'accompagne, on ne pourrait pas lancer des activités dans le privé. Ce qui est valable pour le privé est valable pour le public. Donc il y a d'abord une légitimité, en quelque sorte, de la dette publique. Premier élément. Deuxième élément, on nous accable maintenant depuis... Enfin, là, il faut revenir un peu sur le déroulé depuis 2007. 2007, on a quelque chose qui, de l'avis de quasiment tous, sauf des plus ultra-libéraux, et la crise du néolibéralisme. En 2007, chacun s'accorde à dire que le système a explosé par là où le néolibéralisme avait été poussé plus loin, le secteur de la banque et de la finance libéralisée, et donc le discours dominant, y compris chez les économistes, c'était de dire, là, évidemment, là, à l'évidence, il y a quelque chose, on a été trop loin dans la finance libéralisée, donc c'est bien là qu'est la source de la responsabilité. Et qu'est-ce qui se passe à partir de 2010 en Europe? On a un retournement de situation, ce que j'appelle un véritable hold-up intellectuel des libéraux. C'est-à-dire qu'au nom de l'une des conséquences de la crise ouverte en 2007, qui est la crise du néolibéralisme, donc au nom de l'une des conséquences de leur crise, qui est le creusement des dettes publiques, la crise provoque le creusement des dettes publiques, eh bien les néolibéraux prennent prétexte du creusement de ces dettes publiques pour dire, maintenant la récréation keynésienne en quelque sorte est terminée, et donc il faut revenir à des politiques néolibérales d'une dureté extrême, ce qui est fait en Grèce par exemple en ce moment, mais aussi en Italie, en Espagne, et en France ça commence. Et donc ils ont pris prétexte de l'une des conséquences de leur crise pour pousser leur modèle plus loin qu'il n'avait jamais été mené jusqu'alors. C'est-à-dire pour faire encore plus que ce qui avait été fait au cours des 30 dernières piteuses, et qui nous avait conduit à la catastrophe de 2007. Donc on est dans ce paradoxe absolument saisissant. Alors la dette publique. La dette publique, elle a gonflé. Enfin, le gros problème aujourd'hui qu'on a dans le monde entier, c'est pas la dette publique, c'est d'abord la dette privée. Quelques chiffres. La dette privée en France, aujourd'hui, quand je dis la dette privée, c'est la dette brute. C'est-à-dire on ne parle pas des actifs. La dette brute, quand on dit la dette publique en France est de l'ordre de 80% du PIB, on parle de la dette brute. D'accord? Je reviendrai après sur les actifs. Bon, la dette privée, la dette brute du privé, c'est pas 80% du PIB en France, c'est 200% du PIB. C'est la dette des ménages, des entreprises, des institutions financières, c'est 200% du PIB. Aux États-Unis, on était à 300% en 2007 du PIB, dette privée simplement. D'accord? En Allemagne, on est aussi à 200% de dette privée. En Espagne, on est à plus de 300% de dette privée. Donc en fait, ce qui avait gonflé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui avait gonflé dans les années 90-2000, c'est d'abord la dette privée. Pour sauver la croissance, on avait eu recours à la dette du privé. Et c'est ça qui a explosé en 2007. 2007, explosion de cette dette privée, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, les États interviennent. On a tiré, et heureusement, les leçons des années 30 de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé le système s'effondrer, les marchés en quelque sorte faire leur marché. Les États sont intervenus. Heureusement, si les États n'étaient pas intervenus, il y aurait eu un effondrement économique absolument effroyable. Donc les États sont intervenus, à la fois politique monétaire et par la politique budgétaire. Bon, ils sont intervenus d'ailleurs essentiellement ailleurs qu'en Europe. Les grands plans de relance ont été mis en œuvre à partir de 2007, 2008, 2009, 2010, jusqu'à aujourd'hui, c'est aux États-Unis et en Chine. Au Royaume-Uni, jusqu'en 2010, après ça s'est arrêté, mais par contre, la zone euro a été la zone économique qui a mis les plans de relance les plus piteux en œuvre. Donc pourquoi la dette publique s'est creusée un peu partout dans le monde? Les États-Unis aujourd'hui sont à plus de 100% de dette publique. Pourquoi la dette publique s'est creusée? D'abord, parce que le PIB s'est effondré. Donc quand on dit dette publique par rapport au PIB, eh bien, le PIB s'est effondré, donc le dénominateur s'est effondré, donc la dette publique. Et puis surtout, parce que le PIB s'est effondré, il y a eu moins de recettes. C'est ça qui, principalement, surtout en Europe, surtout en France, a creusé la dette publique. C'est le défaut de recettes.
Et puis par ailleurs, il y a eu les plans de relance, c'est-à-dire l'accroissement des dépenses. Mais en Europe, ça a été relativement marginal. Pour l'essentiel, les dettes publiques se sont creusées à défaut de recettes. Très bien. Donc, tous ces éléments-là, déjà, pour relativiser le problème. Alors après, autre élément qui est le plus important. Quand on dit la dette publique est égale à 80% du PIB, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas faux en soi, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on met un rapport à stock de dette avec un flux annuel de richesse. Ça n'a pas de sens. Regardez, pour un ménage, il est très fréquent d'avoir une dette supérieure à 100% de son PIB, c'est-à-dire 100% de son revenu. Moi-même, qui suis plutôt jeune, il y a 2 ans, j'ai acheté une petite maison à retaper. Ben, je suis aujourd'hui avec un taux d'endettement supérieur à 100% de mon PIB. Juste 100%. Et ça va très bien. Je me porte très bien, je suis très heureux comme ça. Donc j'ai un taux d'endettement qui est supérieur à 100% de mon PIB. Bon, donc pour un ménage, c'est pas en soi un problème, pour une entreprise non plus. Alors c'est d'autant moins un problème pour l'État, pour les administrations publiques, que les administrations publiques ne sont pas mortelles. C'est-à-dire que c'est pas comme un ménage. Passé un certain âge, un ménage est obligé de rembourser sa dette. Si à 70 ans vous allez voir votre banque en disant je veux faire un crédit de 20 000 euros pour partir avec ma belle faire une croisière, le banquier va vous dire écoutez, il y a un temps pour tout, maintenant c'est terminé, vu votre âge. L'État n'est pas confronté à ça. C'est-à-dire que l'État fait ce que fait n'importe quelle entreprise privée. Souvent, il fait courir sa dette. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des échéances de capital à rembourser qui arrivent, qu'il doit rembourser, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Et puis en fait, il fait courir sa dette, c'est-à-dire qu'en fait, il réemprunte pour pouvoir rembourser cette échéance. Et ce n'est pas du tout en soi un problème. Et donc, ce que n'importe quelle entreprise privée fait, l'État doit pouvoir le faire. Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Donc en fait, le poids réel de la dette aujourd'hui, ce n'est pas 80% du PIB. Le poids réel de la dette, au grand maximum, c'est 2,5% du PIB. C'est-à-dire c'est ce que paye l'État au titre des intérêts chaque année. Un peu moins de 50 milliards d'euros. Ça représente moins de 2,5% du PIB. Durant les 30 Glorieuses, on était à 1% du PIB. On est à 2,5%. C'est un peu plus élevé. Il faut savoir qu'au début des années 90, on était à 3,5% du PIB. Parce que les taux d'intérêt avaient flambé à ce moment-là. Donc on voit tout de suite l'importance des taux d'intérêt. Et d'ailleurs, le gros problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est que dans certains pays, la France est sous cette menace, les taux d'intérêt, sous la pression de la finance libéralisée, ont explosé. En Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, les taux d'intérêt ont explosé. Et quand les taux d'intérêt explosent, bah, bien entendu, là, la dette s'emballe. Il y a l'effet boule de neige, la dette s'emballe. Et elle explose pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne, ça a dû être évoqué par d'autres de mes confrères, la Banque Centrale Européenne a refusé de faire son job, en quelque sorte, de faire ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire de jouer ce rôle de prêteur au dernier ressort, y compris pour les États. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, en France, au grand maximum, la dette publique, c'est 2,5% du PIB. Et les taux d'intérêt, à l'heure où je vous parle, sont encore relativement contenus. Et quand je dis grand maximum, bah, c'est qu'en fait, on peut même aller plus loin et dire qu'aujourd'hui, la dette publique, le poids de la dette publique est négatif. Ça veut dire quoi, le poids de la dette publique est négatif? Bah, ça veut dire que l'État, quand je dis l'État, l'essentiel de la dette publique en France, c'est l'État. 80% de la dette publique, c'est l'État, il y a 10%, c'est les collectivités locales, et 10%, c'est les organismes de sécurité sociale. Les administrations publiques ont reçu plus d'argent de l'agence France Trésor que l'agence France Trésor n'a privé de l'argent auprès des administrations publiques. Pourquoi? Ben, je vous ai dit, les administrations publiques ont payé 50 milliards d'intérêts. Dans le même temps, elles ont remboursé un peu plus de 100 milliards d'euros de capital qui arrivait à échéance en 2010 et en 2011. Mais dans le même temps, elles ont emprunté 200 milliards. C'est-à-dire plus que les 100, plus 50, ça fait 150. Voilà. Donc le solde, il est positif. Alors, bien entendu, ça veut dire qu'on a un déficit qui se creuse. Donc je ne dis pas qu'on peut faire ça éternellement, mais il n'y a pas, voilà, le poids aujourd'hui de la dette est négatif. Bon, donc, alors, autre argument très important, comment dire, quand on parle de dette, je vous ai dit tout à l'heure, on parlait de dette brute. En fait, il y a des actifs, en contrepartie. Alors d'abord, qui dit dette, c'est valable pour la dette des ménages, c'est valable pour la dette des entreprises, c'est valable pour la dette de l'État. Qui dit dette dit créance. En fait, toute dette correspond à une créance. D'accord? Donc, en fait, quand on regarde la situation financière, le patrimoine financier de la France, avec dedans les ménages, les entreprises, les sociétés financières, l'État, les administrations publiques, bah, en fait, on s'aperçoit que globalement, la France n'est pas endettée vis-à-vis du reste du monde. Il y a des obligations publiques qui sont détenues par des non-résidents. Bien sûr, plus de la moitié de la dette publique aujourd'hui est détenue par des non-résidents. Mais enfin, les Français ont aussi plein de titres d'emprunt américains, etc., dans leur portefeuille financier, et globalement, ça s'équilibre. Donc, on n'est pas confronté à un problème d'endettement extérieur. Bon, donc en fait, comment dire, toutes les dettes, qu'elles soient privées ou publiques, ça correspond à des créances qu'ont certains ménages, d'accord, qu'ont essentiellement les ménages. Donc ça s'annule finalement. Dans le patrimoine national, il faut savoir que le patrimoine financier, ça compte pour zéro. Bon, très bien. Donc il y a ça d'une part. Donc il y a qui dit dette dit créance, et puis surtout il y a des actifs. Il y a des actifs non financiers, c'est pour ça des actifs publics. Et donc quand on met
Hein, on entend souvent les libéraux dire oh, la dette publique, ça représente 25 000 euros par personne. On lègue 25 000 euros à chaque bébé qui naît aujourd'hui. D'accord? Donc on tétanise les parents et puis surtout les enfants avec ce discours catastrophiste. Bah, ce qu'on fait dire, mais non, c'est qu'en fait, quand on met en rapport les dettes de l'État et les actifs de l'État, c'est quoi? Et je parle que des actifs physiques tangibles, hein, c'est-à-dire les routes, les écoles, les infrastructures, et bien en fait, le solde est largement positif. Le solde est largement positif, et donc on naît, hein, chaque enfant naît, j'ai plus les chiffres sous les yeux là, mais chaque enfant naît avec de l'ordre de 2000 euros d'actifs publics, hein, en quelque sorte, avec lui. Et quand on met le patrimoine privé, physique, là c'est plus de 200 000 euros. Hein, c'est essentiellement les bâtiments, en fait, les terrains et les bâtiments, hein, le patrimoine privé. Donc voilà, il n'y a pas de quoi tétaniser nos enfants. Le patrimoine national n'a jamais été aussi élevé en France depuis 30 ans y compris. Il a plus que doublé depuis 30 ans, en partie pour de mauvaises raisons, hein, qui est l'explosion des prix de l'immobilier. Mais peu importe, il n'y a pas de quoi tétaniser, il n'y a pas de quoi tétaniser nos enfants. Dernier point sur la dette publique, je pense qu'il est très important de distinguer deux types de déficit, deux types de dettes. Il y a ce que pourrait appeler le déficit et la dette libérale. C'est celle qui existe depuis 30 ans. En 1982, le poids de la dette publique, c'était 20%, un peu plus de 20% du PIB, 23% du PIB. Je dis 82, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je suis toujours étonné devant mes étudiants, quand je leur parle de Keynes ou de relance keynésienne, je suis face à des étudiants qui n'étaient pas nés en 1982. Ils ont tous dans la tête, enfin, du moins un certain nombre d'entre eux disent « Ah, Keynes, relance keynésienne, échec des politiques de relance en 82. » C'est quasiment rentré dans le langage courant en 82. Donc, les gens ont dans la tête, les libéraux ont réussi à inscrire dans les têtes de chacun l'idée qu'en 82, la France était quasiment au bord de la faillite, ce qu'elle n'était pas, notamment en matière de compte public. En 82, le poids de la dette publique, donc au plus fort de la relance, c'était 23% du PIB. On est passé à 65% en 2007, c'est avant la crise. Et aujourd'hui, on arrive à plus de 80%, là. On va atteindre les 90%. Comment expliquer cette explosion de la dette publique? Alors les libéraux disent c'est parce qu'on a trop dépensé. Mais pas du tout. Je vous ai dit, la dette publique, pour l'essentiel, c'est la dette de l'État. Or, la part des dépenses de l'État, stricto sensu, je ne parle pas de toute la dépense publique, la part des dépenses budgétaires de l'État, au sens strict, en PIB, elle a eu tendance à se stabiliser, voire même à baisser au cours des dernières années. C'est normal, il y a eu l'austérité budgétaire. Il n'y a pas de la dépense publique qui a augmenté, c'est les prestations sociales. Mais ce n'est pas ça qui a causé la dette, le déficit de la dette publique. Donc la part des dépenses de l'État, stricto sensu, a eu tendance à se stabiliser, voire à se contracter au cours des 20 dernières années. Donc ce n'est pas l'excès de dépenses qui a provoqué le creusement de la dette. Donc, ce qui a provoqué le creusement de la dette, et là donc, c'est l'explication keynésienne qui tient la route, c'est le défaut de recettes. On a mené les politiques d'austérité, salariales, budgétaires, ça a étouffé la croissance, ça a comprimé la croissance, résultat des courses, il y a moins de recettes dans les caisses de l'État. Il y a moins de recettes et donc les déficits se sont creusés à défaut de recettes. À défaut de recettes parce qu'il y a moins de croissance, et puis deuxième défaut de recettes, les énormes cadeaux fiscaux faits aux riches. Et donc, les riches d'ailleurs ont pu faire d'une pierre deux coups. Hein. Ils payent moins d'impôts, ça creuse le déficit public, et donc ils prêtent de l'argent à l'État contre intérêt, de façon à financer ce que l'État n'a pas pu financer par le prélèvement fiscal. Donc voilà, si la dette a explosé au cours des 30 dernières années, c'est pas parce qu'il y a eu des plans de relance budgétaire, enfin, n'importe quel citoyen le sait. La tonalité dominante depuis 30 ans, c'est pas que chaque ministre des Finances se présente sur le perron de Bercy en disant Française, je suis heureux de vous annoncer que nous allons embaucher des fonctionnaires pour relancer la machine. Ce qu'il devrait faire de mon point de vue. Non, c'est on serre la vis, austérité budgétaire. Donc il y a bel et bien eu austérité. Tout ça a plombé l'activité, a plombé la croissance et donc les recettes. Et donc il faut vraiment bien distinguer déficit, dette libérale et déficit, dette keynésienne. Qu'est-ce que dit un keynésien? Un keynésien dit quand l'activité se contracte, quand on n'est pas au plein emploi, quand le chômage se développe, ce qui est typiquement le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place des plans de relance. Des plans de relance à la fois par les salaires, mais des plans de relance y compris par la dépense publique. Il faut accepter de creuser momentanément les déficits publics. Le déficit public américain, il est à 7% du PIB aujourd'hui. Il est encore à 7% du PIB. Hein, c'est-à-dire que les États-Unis continuent à mener des politiques de relance. Bon. Donc il faut mener des politiques de soutien de la croissance par la dépense publique. Ça creuse provisoirement le déficit, mais ça permet de relancer l'activité et ça permet d'enclencher un effet cagnotte, comme on dit, c'est-à-dire un effet cagnotte fiscal, c'est-à-dire que la croissance permet de faire rentrer. On a le contre-exemple aujourd'hui marquant, hein, regardez la Grèce. C'est hallucinant ce qui se passe en Grèce. On applique des cures d'austérité libérale, d'une brutalité inouïe depuis 3 ans en Grèce. Résultat des courses, vous prenez les résultats du déficit public en 2011, mois par mois, c'est exactement les mêmes qu'en 2010. C'est-à-dire que la Grèce, qui a pourtant coupé drastiquement dans ses dépenses publiques, n'a pas réussi à réduire ses déficits. Pourquoi?
Parce que ce qu'elle a gagné, entre guillemets, d'un côté en termes de baisse des dépenses, elle a perdu en termes de baisse des recettes. Baisse des dépenses, austérité drastique et effondrement de l'activité. Le PIB est en train de chuter de 20% en Grèce en cumulé là, sur les 3 dernières années. Donc, chute de l'activité et baisse des recettes. Et donc, résultat des courses, le déficit public ne se réduit absolument pas. Et ce qui justifie du point de vue des libéraux le fait d'en remettre une couche. On va à la catastrophe. Hein, on va dans l'impasse complète. Donc, on a ce contre-exemple grec. Dernier point, on est quand même dans une situation totalement paradoxale. Ça fait maintenant 3 ans où dans les sommets internationaux, quand on écoute bien ce qui se passe, on est à front renversé. A priori, l'Europe se targue d'avoir un modèle social. Ce qui n'est pas faux, complètement. Mais le paradoxe, c'est que dans tous les sommets internationaux G20, ça fait 3 ans, où ce sont des pays dits libéraux, notamment les États-Unis, c'est quand même un coup, qui arrivent dans les sommets internationaux en disant aux pays européens, arrêtez de faire ce que vous faites. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 ans maintenant, on a tous les pays européens qui arrivent en faisant une véritable course à l'échalote en matière de stabilité. C'est-à-dire qui sera le plus austère. D'accord? Et donc, on a cette course effrénée à l'austérité qui ne marche pas, du point de vue, qui ne permet pas notamment de résorber les déficits, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, on a cette course effroyable, enfin, effroyable n'est pas le mot qui convient, mais enfin, cette course effarante à l'austérité de chacun des pays européens, et ce sont les États-Unis, c'est-à-dire le temple du néolibéralisme. Ça montre à quel point on va vraiment très loin aujourd'hui en Europe et dans la zone euro en matière de néolibéralisme. Ce sont les États-Unis qui disent, mais vous êtes fous, à appuyer sur la pédale de frein, tous ensemble, alors que la récession menace, puis ça y est, on y revient à la récession, alors que le chômage est toujours à des taux extrêmement élevés, mais vous êtes fous, vous allez casser la timide reprise mondiale qui s'était amorcée en 2010, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein, c'est-à-dire que l'Europe est en train de replonger dans la récession et risque y compris d'entraîner le monde entier dans la récession. Donc on voit les dégâts, là, absolument multiformes, si je puis dire, du néolibéralisme. Un dernier petit point peut-être sur les débats internes aux intérêts, sur le remboursement de la dette. C'est-à-dire que sur le remboursement de la dette, il y a débat, alors peut-être que vous l'évoquerez avec Henri Stardignac, il y a débat chez les économistes atterrés, comme il y a débat chez tous les économistes hétérodoxes. Il y a 2 points de vue en quelque sorte. Il y a un premier point de vue qui consiste à dire que la dette s'est creusée en partie pour des raisons illégitimes. J'ai évoqué tout à l'heure, on est tous d'accord sur ce constat, c'est-à-dire que des cadeaux fiscaux faits aux riches, notamment. Très bien. Et donc, ce premier point de vue soutient que il faut faire un audit de la dette publique, si on est tous d'accord sur le fait que ça vaut le coup il y a une demande, y compris des citoyens. Donc je suis toujours assez étonné de voir à quel point le discours sur la dette s'est diffusé dans la population, c'est-à-dire que tout le monde parle de la dette, quoi. Donc il y a besoin de réponse là-dessus. Donc l'idée de faire des comités d'audit pour discuter d'où vient la dette, etc., de forme d'éducation populaire, tout ça on est tous d'accord là-dessus. Bon, mais je reviens sur les désaccords. Donc il y a une partie des économistes atterrés qui disent la dette s'est creusée pour des raisons illégitimes, et donc il faut faire un audit, mais il faut ne pas rembourser une partie de la dette. Il faut répudier une partie de la dette. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un premier point de vue. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien, c'est que moi je pense que ce discours-là est finalement potentiellement très dangereux. Il doit bien entendu sur des choses tout à fait sensées, le fait que la dette c'est une grande partie creusée à cause des cadeaux fiscaux faits aux riches. Enfin, il n'y a pas que ça quand même. Il y a aussi toutes les politiques économiques qui ont étouffé la croissance, qui ont quand même joué le rôle moteur majeur. Il n'y a pas que les cadeaux fiscaux faits aux plus riches. Enfin, passons. Pourquoi, de mon point de vue, et du point de vue d'autres économistes atterrés, ce discours sur la répudiation de la dette est dangereux? Pour plusieurs raisons. D'abord, je crains que ce discours-là renforce le catastrophisme libéral autour de la dette. Voilà. Hein? Le libéralisme aujourd'hui utilise l'argument de la dette pour entretenir le catastrophisme. Le catastrophisme est une arme familière des libéraux. Quand on a peur, généralement, la peur incite pas à réfléchir et encore moins à résister. La peur, ça incite au repli sur soi. Bon. Et donc là, les libéraux ont réussi depuis 2 ans, c'est ce véritable dot dont j'ai parlé tout à l'heure, autour de la dette publique. Très bien. Et donc, quand on dit il faut répudier la dette publique, on entretient le discours selon lequel le principal problème aujourd'hui, c'est la dette publique. Or, de mon point de vue, le principal problème n'est absolument pas aujourd'hui le problème de la dette publique. Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Le principal problème aujourd'hui, c'est relancer l'activité, etc. C'est pas du tout le problème de la dette publique. La dette publique n'est pas le principal problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas le principal problème. C'est une conséquence, en quelque sorte, d'enjeux plus importants. Bon, donc tout le discours sur il faut répudier la dette risque d'entretenir ce discours catastrophiste. Et d'ailleurs, on voit passer parfois des vidéos sur Internet où on voit des chiffres sur le poids des intérêts qu'aurait remboursé la France, où on oublie bête que la France, dans le même temps, a emprunté. Hein, donc il y a bien entendu de l'argent qui sort en termes d'intérêts payés, mais enfin il y a aussi de l'argent qui rentre qui permet de financer de la dépense publique. Ainsi demain, donc c'est un autre argument mais qui est lié au précédent,
Si demain on disait la France ne rembourse plus la dette publique, on répudie une partie de la dette publique, c'est-à-dire que la France ne peut plus emprunter. On ne peut pas à la fois dire on ne rembourse pas les dettes et puis continuer à emprunter. Il ne faut pas prendre les gens pour des gogos. Bon, mais ça veut dire que ça se traduirait. Cette politique-là devrait se traduire par une cure d'austérité absolument drastique. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'État, enfin les administrations publiques françaises ont tiré 50 milliards en plus de la dette que la dette ne leur a coûté en 2010. Hein, elles ont payé 50 milliards d'intérêts, elles ont remboursé à peu près 100 milliards de capital, et elles ont emprunté 200 milliards. Si on ne peut plus recourir à ça, ça veut dire qu'il faut réduire les budgets publics de 50 milliards. 50 milliards, c'est le budget de l'éducation en mettant dans l'enseignement supérieur et la retraite des enseignants. Hein. Donc c'est une cure d'austérité absolument drastique. Donc je pense que la bonne réponse sur la dette, c'est de dire qu'il faut que la BCE intervienne, absolument, pour faire ce qu'elle a. C'est refuser à faire, pour faire pour le public ce qu'elle sait, ce qu'elle fait pour le privé, c'est-à-dire jouer son rôle et prêteur en dernier ressort. Elle l'a fait pour les banques privées, elle refuse de faire pour les États. Donc il faut que la Banque Centrale Européenne intervienne. Très bien, si elle ne le fait pas, il va falloir à un moment donné, si la crise s'approfondit, envisager d'autres solutions, y compris éventuellement des solutions de rupture, hein, le recours à la Banque de France éventuellement, qui existe toujours, pour faire ce que la Banque Centrale Européenne refuse de faire. Bon, passons sur ça. Et puis par ailleurs des politiques de relance, de façon à pouvoir réduire, à pouvoir enclencher l'effet cagnotte. Voilà, et donc réduire par le haut les déficits et non pas par le bas.